Voilà, bon bah très bien. Alors bah écoutez, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Donc on va être concis et rapide puisque nous avons quelque chose après. Alors au programme donc de ce soir, on va commencer par hop, la présentation générale des intelligences artificielles et l'histoire de l'IA avec les dates importantes qui nous concernent, les avantages et les risques de l'utilisation d'intelligence artificielle dans la communication. Hmm. La méthode pour réaliser des prompts en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Patrick, j'adore ta caméra. Quelle IA pour quel usage? Et la communication publique à partir d'intelligence artificielle. Alors, on aura un petit moment à la fin pour pouvoir discuter tous ensemble et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, vous pouvez les faire en cours de route. Ça sera avec grand plaisir. Alors, donc nous allons commencer avec la présentation des générales des intelligences artificielles et l'histoire des IA avec les dates importantes. Premièrement, la définition de ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Alors, on en entend parler beaucoup. Actuellement, tout est, entre guillemets, propulsé par IA. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Donc, c'est un système qui est conçu pour accomplir des tâches qui normalement étaient faites par l'humain, comme la prise de décision. Aujourd'hui, on considère que l'intelligence artificielle, c'est à partir du moment où un programme informatique est capable d'apprendre de lui-même et de prendre la décision de qu'est-ce qu'il va donner comme information à l'humain. Les choses très importantes actuellement sur l'intelligence artificielle, on a bien entendu la reconnaissance vocale. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup avec nos IA via le clavier, hein, ChatGPT en tête. Mais eh bien, ça va arriver très rapidement qu'on n'aura plus besoin de cette interface clavier et c'est la prochaine évolution. D'ailleurs, cette prochaine évolution, elle est déjà en marche puisque aux États-Unis, ils ont déjà ce qu'ils appellent Alexa Plus, voilà, qui est en fait une version de l'enceinte connectée de Amazon, qui ajoute tout simplement de l'intelligence artificielle dedans. On verra ce que ça va donner quand ça va arriver en France. Et puis, bien entendu, l'apprentissage automatique qui permet au système d'apprendre à partir des données sans intervention de la part de l'humain. Au niveau de l'évolution à travers le temps, donc en fait, on a trois grandes étapes qui ont été mises en place. L'algorithme de traitement des données. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, pour faire un petit récapitulatif, c'est quelque chose qui est très très ancien en réalité. En fait, on considère que le début de l'intelligence artificielle, c'est 1950, avec Alan Turing, qui propose le test de Turing, qui en fait va déterminer si une machine peut penser. Au départ, on a quand même un gros engouement sur tout ce qu'on va considérer et aujourd'hui appeler l'intelligence artificielle, puisque en 1956, la conférence de Dartmouth marque la naissance officielle de l'intelligence artificielle. Et on va aller jusqu'à avoir, donc jusqu'en 1966 à peu près, on va évoluer très rapidement avec le programme de traitement du langage naturel qui s'appelait ELISA, qui a été donc développé. Après, on a une sorte de ventre mou de l'intelligence artificielle pour deux raisons. La première raison, évidemment, c'était logique, c'est la capacité informatique. On crée des programmes, on sait que ce programme fonctionne, mais on n'a pas la capacité de le faire fonctionner parce que ce programme a besoin de ressources informatiques qui ne sont pas disponibles. Alors, ça, vous allez vous en rendre compte, même sur les IA modernes. C'est-à-dire que les IA qu'on a aujourd'hui, où on a l'impression qu'elles sont presque illimitées, ben, en réalité, elles ne le sont pas. Elles ont des blocages, des restrictions
Et une partie de ces restrictions sont tout simplement parce que on n'a pas la capacité informatique de traiter toute la donnée. Si vous prenez par exemple l'intelligence artificielle Claude, eh bien, les informations qu'elle détient s'arrêtent en 2023. Et on n'a pas encore l'année 2024 parce qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre finalement l'année 2024. Donc on a ce ventre mou, hein, bien entendu, on est encore sur de l'informatique qui est quand même pas l'informatique d'aujourd'hui. On a des ordinateurs qui prennent beaucoup de place, qui consomment énormément d'énergie, et donc, bien entendu, on va pas le faire. À partir de 1979, on a le premier robot qui s'appelle Shackey, qui est capable de percevoir et de naviguer dans son environnement. Alors, si vous avez la curiosité, vous irez voir un petit peu à quoi il ressemblait, et vous allez vous rendre compte que c'est pas le robot qu'on met à la maison et qui nous permet de nous ramener notre dîner, hein. On en est très loin. À partir de 1980, on commence à avoir des systèmes experts avec MySyn qui deviennent très populaires. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir de l'intelligence artificielle par petites touches qui rentrent dans nos foyers. Alors, vous avez deux choses que vous avez sans doute déjà, alors vu, utilisé ou entendu parler. Je vais vous donner juste deux exemples. Premièrement, les jeux d'échecs. Vous avez peut-être joué avec des jeux Mm. d'échecs électroniques. Alors, ces jeux d'échecs électroniques, ils n'étaient pas si intelligents que ça. Et en fait, le logiciel qui est à l'intérieur aujourd'hui de ceux que vous pouvez aller acheter chez je ne sais pas qui, et ceux qui existaient dans les années 80, en fait, c'est quasiment le même logiciel qu'il y a dedans, si ce n'est que à cette époque-là, ben, on le bridait. Parce que imaginez si vous aviez voulu vous faire une petite partie d'échecs contre la machine le soir, peinard dans votre canapé, imaginez si le jeu, il devait faire à peu près 8 tonnes et être alimenté par une centrale électrique. Donc évidemment, Ouais. il fallait trouver des systèmes qui soient portatifs, qui soient la plupart du temps alimentés par des piles. Donc bien entendu, on a bridé les machines. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est 1992. Alors certains ont peut-être vu, hein, pour les plus jeunes, vous connaissez sans doute pas, Renault sort une voiture qui s'appelle la Safran. Cette Safran existe dans une version boîte automatique et la boîte automatique est appelée AD4. AD4 comme adaptative. C'est la première boîte de vitesse qui contient de l'intelligence artificielle puisque la boîte va s'adapter à l'utilisateur. Alors, cette boîte aura peu de succès. Là encore, par manque de ressources, puisque là on est pire, on est sur de l'embarqué. Donc il faut des systèmes de processeurs qui chauffent pas trop, qui consomment pas non plus énormément. Et donc finalement, on n'arrive pas à pousser le vice jusqu'au bout. Et au final, après plusieurs tentatives sur la version 2 de la voiture, eh bien, Renault repartira sur une boîte de vitesse automatique plus traditionnelle, sans ce système d'intelligence artificielle, puisque en fait le système rendait la voiture parfois un peu octante, tout simplement parce qu'il n'avait pas le temps de calculer ce que l'utilisateur voulait de lui. 1997, c'est évidemment Deep Blue. Deep Blue qui est inventé par IBM, qui arrive pour la première fois à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Alors, Deep Blue, c'est pareil, ça prend deux pièces entières et c'est alimenté en triphasé par un éclaté de ERDF. Donc, on a une consommation électrique de malade, mais on arrive pour la première fois à le faire. En 2011, Watson, toujours d'IBM, va gagner le jeu qui s'appelle Jeopardy contre des champions humains. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus généraliste, hein. Les échecs, c'est quand même un jeu, donc ça veut dire qu'on a vraiment bridé l'IA pour ne faire qu'une chose. Là, on est sur quelque chose de plus large. Et puis, ça va commencer à se déclencher. À partir de 2016, c'est la folie. À partir de AlphaGo, de Google. Et puis ensuite, GPT-3 de OpenAI. 2022, Dali, qui commence à générer des images. Et puis actuellement, on est à peu près sur une IA nouvelle qui sort tous les 12 à 14 semaines.
Voilà, alors en sachant que c'est devenu la folie aussi parce qu'on est dans le monde de l'open source, donc beaucoup d'IA, les IA sont déportées d'une vers l'autre, etc. Autre chose qui a fait évoluer les choses, c'est les réseaux de neurones modernes. Donc les réseaux de neurones, c'est tout simplement des systèmes qui sont capables de s'auto-rétro-contrôler. C'est-à-dire que dans un système informatique, vous avez une entrée, une sortie. Là, bah, quand vous avez un réseau de neurones, la donnée peut revenir en arrière et en fait, la machine va être capable d'évaluer elle-même ce qu'elle a fait de façon à donner un résultat plus précis. Aujourd'hui, la plupart des IA, on va dire génératives, grand public, fonctionnent sur un système de réseau de neurones à 4 étages, c'est-à-dire que la data va être traitée 3 fois, puisqu'il y a un étage qui sert d'étage d'entrée. Sur les IA, on va dire plus orientés professionnels, industriels, on a des systèmes jusqu'à 18 étages, c'est-à-dire que la data va être traitée 17 fois et l'IA va s'auto-contrôler pour resserrer et obtenir le meilleur résultat. La dernière chose sur laquelle on doit intervenir encore, aujourd'hui, on parle que l'innovation dans l'IA a transformé nos interactions avec les machines, c'est pas fini. Eh bien, demain, on va pouvoir parler à notre IA. L'IA va nous répondre en langage courant et il y a déjà des exemples qui existent, alors qui peuvent faire peur. Et je le comprends très bien. Aux États-Unis, l'entreprise OkCupid, donc qui est entre autres propriétaire de Mythic, euh, euh, Tinder, etc., etc., tout un tas de sites de rencontres, pour compenser le fait qu'il y a trop d'hommes sur ces applications et pas assez de femmes, eh ben, il rajoute de la touche d'intelligence artificielle qui va aller discuter avec les messieurs pour éviter qu'ils s'ennuient de trop. Alors, je sais, c'est pas du tout éthique, mais ils le font. Voilà, je ne sais pas si comment ils ont le droit de le faire. Ça doit être écrit en petites lignes en bas, mais en tout cas, c'est suffisamment bien fait pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, bon, là, ça, on va passer. Hop, voilà. On va s'occuper des avantages et des risques sur l'utilisation des intelligences artificielles dans la communication. Les avantages, c'est bien entendu une analyse de data qui est extrêmement rapide. On a des décisions qui sont éclairées, stratégiques, on n'est pas obligé de refaire des tableaux Excel. On a quelque chose qui est ultra adaptatif. Quand on fabrique du logiciel ou quand on fait des systèmes de traitement de données, le système est prévu pour traiter un type de données précis, etc. Là, en fait, l'intelligence artificielle va nous permettre de développer de façon extrêmement rapide et surtout d'être extrêmement fluide dans notre façon de travailler. On n'a pas besoin de recréer des choses, ça va s'adapter tout seul. La deuxième chose, c'est évidemment le ciblage beaucoup plus précis. Aujourd'hui, quand on envoie un message, par exemple, à un groupe de gens, là, je n'ai pas, par exemple, la capacité, quand je vous envoie un mail, de d'affiner pour ne vous envoyer que exactement ce qui vous intéresse. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement cibler de façon extrêmement précise en fonction de ce que vous avez souhaité avant, en fonction de votre orientation et surtout, l'intelligence artificielle va être capable de traiter vos évolutions. On évolue tout au long de notre vie et quelque chose qui m'intéressait il y a 2 ans m'intéresse peut-être plus aujourd'hui. L'intelligence artificielle va voir mon évolution arriver, va traiter cette data et va pouvoir évidemment s'en servir. Dernière chose, c'est évidemment la personnalisation des contenus. On va pouvoir personnaliser le contenu pour des audiences spécifiques, ne pas envoyer le même contenu à tout le monde et évidemment avoir un contenu qui est extrêmement ciblé. Par exemple, sur un programme politique, eh bien, les personnes qui sont plus intéressées par la partie économique, eh bien, on va leur envoyer des points précis qui correspondent à leurs attentes, qui correspondent à leurs craintes concernant l'économie, alors que des personnes qui vont plutôt être intéressées par les sujets sociétaux, eh bien, on va leur envoyer
de l'information concernant le sujet qui les intéresse dans le sujet sociétal. Voilà, on va pas aller les inonder d'informations. Aujourd'hui, la technique de communication, finalement, c'est d'inonder d'informations et de traiter et que les gens, bon, finalement, ils prennent ce qui les intéresse. C'est pas très efficace. Là, ça sera plus efficace. Les biais, qu'est-ce que c'est? Bon, eh ben, en fait, on a trois biais importants. Le premier biais, c'est le biais algorithmique. Puisqu'il s'agit d'un algorithme, eh bien, de temps en temps, l'IA peut prendre des décisions qui sont injustes. En fait, malheureusement, les intelligences artificielles ne sont pas particulièrement humaines. Elles vont prendre des décisions qui sont techniquement les meilleures. Et celles qui sont techniquement les meilleures ne sont pas forcément les plus acceptables. Voilà. Si les juges étaient des intelligences artificielles, la justice serait sans doute beaucoup plus juste, entre guillemets, mais serait moins humaine. Les questions d'éthique, on a évidemment beaucoup de problèmes d'éthique. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas habitués, toutes les IA génératives, pour les faire fonctionner, on va les gaver d'informations. Ces informations, elles vont aller les chercher un peu partout, donc elles vont déjà aller les chercher sur Internet, mais surtout, elles vont aussi les chercher de par les interactions avec les utilisateurs. Par exemple, vous demandez à une IA de vous faire une affiche ou de vous faire un, un petit livret, et bien ce petit livret, vous allez dire à l'IA, ah, mais finalement, non, ce liseré que tu as mis là, il est pas beau, c'est pas très efficace, je préfère que tu mettes ça. Eh bien, quand vous allez faire ça, en fait, vous pensez donner un ordre à votre intelligence artificielle pour qu'elle affine son travail. Eh bien, en fait, vous allez en même temps lui donner de l'information. L'information, c'est que vous préférez ça, et donc finalement, toute cette information sert à l'alimenter. Le problème, évidemment, en termes d'éthique, c'est que l'IA s'alimente partout sans contrôler si elle a le droit de s'alimenter dessus. Donc là, vous avez vu sans doute sur les réseaux sociaux la polémique qu'il y a par rapport au studio Ghibli et toutes les personnes qui ont des avatars pour leur compte Facebook ou Instagram, où c'est leur photo, mais faite à la façon Miyazaki. Bah, en effet, bien entendu, les studios Ghibli n'ont pas été contactés pour ça. Donc, c'est simplement que quelqu'un a trouvé le bon prompt pour aller faire générer à l'IA quelque chose qui ressemble. Alors, est-ce qu'il y a un droit d'auteur? En réalité, non, puisque le dessin de l'un d'entre vous qui a été fait méthode Ghibli, eh bien, il appartient pas à Miyazaki, puisque Miyazaki l'a jamais dessiné. C'est de l'inspiration. Mais en effet, sans doute que le droit va devoir évoluer pour traiter ça et traiter cette inspiration très proche qui fait qu'on a l'impression d'eux. Alors vous avez sans doute entendu parler également de la possibilité musicale. On peut recréer du Queen. Bon, ça ressemble à du Queen. Il n'y a pas vraiment plagiat puisque mais on n'est pas loin. Bon. Alors, à savoir que, quand même, je vais mettre un bémol là-dessus. Il faut savoir quand même, et ça c'est important, que le plagiat, entre guillemets, et l'inspiration dans le domaine artistique, ça existe depuis bien longtemps, avant les IA, et vous avez quand même beaucoup de musique, etc., qui sont reprises, modifiées, samplées. Donc finalement, oui, ça en fait partie, mais pas tant. La dernière, c'est surtout la confidentialité des données. Un système génératif, c'est une sorte de boîte noire. On ne sait pas où ça va. Très clairement, autant une donnée classique, vous pouvez plus ou moins savoir où elle va parce que vous l'envoyez, vous pouvez tracer sa route. Sur de l'IA, on ne sait pas. Clairement, on n'a pas la capacité de savoir où va la data parce que, en réalité, déjà, elle va être traitée sur plusieurs serveurs et le système de travailler par réseau de neurones fait que la donnée de l'un d'entre vous va être mélangée aux données des autres et cette espèce de bouillie, on sait où elle va, mais on ne sait pas quelle partie va où. Et l'intelligence artificielle ne garde pas en historique le tracé des données, ça prendrait beaucoup trop de ressources. Donc, résultat, ben, en fait, on a un problème de confidentialité, c'est-à-dire que quand vous allez demander
à votre IA de vous aider pour faire, par exemple, un communiqué de presse, ben, votre communiqué de presse, il n'y a pas qu'à la presse qui va aller. Alors certes, un communiqué de presse, c'est public, donc globalement, la confidentialité, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais imaginez que vous fassiez aujourd'hui un communiqué de presse pour dire que en 2027, tel ou tel candidat a gagné l'élection présidentielle. Et ben en fait, ça va rentrer dans l'IA et elle est capable d'en ressortir des bribes à un autre moment, dont des parties qui va peut-être concerner des points de programme que vous voulez mettre en avant, mais que vous voulez aujourd'hui garder secret. Donc, entre guillemets, je serais tenté de dire que toutes les déclarations de confidentialité, toutes les chartes de confidentialité dont on a pu parler ces derniers temps, eh bien, en fait, avec l'IA, oui, mais on peut pas la garantir à 100%. Bon, sans ça non plus, hein, mais bref. Voilà. Alors, j'ai quand même quelque chose, vous remarquez que je n'ai pas intégré dedans le qu'est-ce qui se passe concernant les emplois. Je l'ai pas intégré volontairement parce que aujourd'hui, on n'a pas l'information. Est-ce que ça va supprimer de l'emploi? Eh ben, le seul exemple qu'on a, c'est Google. Aujourd'hui, tous les nouveaux services qui vous sont proposés par Google sont des services qui ont été codés par l'intelligence artificielle. Et au niveau des équipes de développeurs, Google n'a pas licencié. C'est juste que des personnes qui hier développaient, donc tapaient du code, aujourd'hui sont plutôt devenus des auditeurs qui auditent le code fait par l'IA ou sont devenus des prompt masters. Alors, le terme n'existe pas forcément, hein, mais sont devenus des prompt masters, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec l'IA, ils donnent à manger à l'intelligence artificielle pour que ça se passe. Alors oui, en effet, il y a des projets qui sont définis par l'IA. On a eu ce jeu de simulation d'aviation sur téléphone que le développeur a créé en 17 jours et qui a rapporté aujourd'hui presque 1 million de dollars alors qu'il l'a développé en 17 jours parce qu'il l'a développé avec une IA. Oui, en effet, on a ce type d'exemple qui reste quand même assez à la marge. Aujourd'hui, on considère que les IA servent surtout soit de petites mains pour aider le développeur à faire ce qu'il n'a pas envie de faire parce que c'est du rébarbatif, c'est des choses qu'il sait faire. Voilà. Après, à ce jour, je serais tenté de dire que une IA est capable de tout faire toute seule, faut pas encore penser à ça. Alors, on va faire une petite expérience. Vous allez pouvoir la faire en même temps. La petite expérience qu'on va faire, c'est on va utiliser deux intelligences artificielles. La première, ça va être Copilot de Microsoft, qui est basé sur ChatGPT. Et la deuxième, ça va être alors voilà. euh, Hop, qui s'appelle DeepSeek. Alors, hop, DeepSeek et non pas DeepSeek IA et non pas DeepSeek. Voilà. Donc là, je sais perçu, voilà. Donc là, ici, la première, vous pouvez l'avoir par Copilot. Bon, ici, OK, Copilot. Et ici, donc, DeepSeek. Alors, DeepSeek n'existe qu'en anglais, en français, etc. Mais même si vous la laissez dans sa langue d'origine, c'est pas grave. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser Copilot pour, euh, pour parler avec elle. Donc, je vais demander à Copilot de me créer le cahier des charges d'un site internet pour promouvoir, par exemple, une campagne électorale sur, je sais pas, les élections départementales. Bon. Alors, déjà, la première chose pour que ça fonctionne bien, je vais dire à Copilot qui il est. Parce qu'aujourd'hui, Copilot, il est vide. Donc, je vais lui dire, tu es qui? Donc, je vais lui dire, tu es, alors on peut le tutoyer ou le vous voyez, hein, vous pouvez être comme vous voulez. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, le, tu es l'administrateur. Non, non, tu es l'agent
de communication d'une équipe qui souhaite proposer un programme pour un programme pour le département de la Charente-Maritime. Tim, voilà. Tu dois créer le cahier des charges pour transmettre aux développeurs du futur site internet de cette campagne. Alors vous voyez que j'ai un peu tourné autour du pot parce que Copilot, comme beaucoup d'intelligence artificielle, est verrouillé pour ne pas parler de politique et de religion. Donc il faut que je la contourne un peu pour lui faire parler de ce que j'ai envie. Bon. Donc là, je lui dis qui elle est, je lui dis ce qu'elle doit faire, puis maintenant, je vais quand même lui donner quelques ordres pour affiner. Donc le site devra être responsive. Donc responsive, ça veut dire qu'il est utilisable aussi bien sur téléphone portable que sur ordinateur, sur télé, etc. Accessible, donc évidemment pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Dynamique et innovant. Alors, je vais ouvrir J'ai une question sur le chat. Responsive design, exactement. Tout ça. Tout à fait, Lydia. Donc, oui, oui, ah oui, c'est parce que moi je l'ai mis en, euh, oui, je l'ai mis en français. Ta 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 ta. Euh, Accessible, dynamique et innovant et mettant en avant des idées novatrices. Alors on va voir ce que, bon, alors j'ai pas eu le temps de parler et qu'il a fini, ok, voilà. Donc on va voir ce que Copilot va nous sortir. Bon, alors premièrement, cahier des charges pour le site internet de la campagne du département de la Charente-Maritime. L'initiative et les programmes du département de la Charente-Maritime, voilà, en ayant des idées novatrices et en engageant les citoyens. Bon. Là, vous voyez que globalement, j'ai jamais parlé de d'élection parce que si je parle d'élection, j'ai un risque que l'IA me dise qu'elle veut pas le faire. Public cible, donc les résidents du département de la Charente-Maritime, touristes et visiteurs. Bon, sans doute modifier ça. Responsive design. Donc le site doit être optimisé pour l'utilisation de tout type de dispositif, ce que je vous expliquais. Accessibilité, donc il est allé chercher tout seul les normes d'accessibilité dynamisme, innovation, donc présentation des projets novateurs du département, etc. Alors vous voyez, il a un petit peu mélangé le contenu et le contenant technique, mais bon, c'est pas très grave. La structure du site, donc une page d'accueil, des actus, projets innovants, participation citoyenne, contact et information. Vous voyez que déjà, même si j'ai demandé à l'IA, je lui ai pas parlé d'élection, vous voyez qu'elle a quand même plus ou moins compris à l'intérieur ce que je voulais parce qu'on l'a bien orienté. Design et ergonomie, donc charte graphique, zone de couleur, d'accord avec l'identité visuelle du département. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce que DeepSeek étant chinois, c'est pas garanti qu'elle arrive à nous trouver toutes les informations concernant la Charente-Maritime. On va peut-être devoir l'aider en lui disant que c'est en France. Navigation, menu clair, intuitif, avec sous-catégorie bien définie, boutons, etc., appel à l'action, intégration des réseaux sociaux. Bon, ça, c'est ce qu'on attend d'un site classique. Les technologies utilisées, alors là, il va utiliser un CMS, donc c'est-à-dire un type WordPress pour faciliter les mises à jour. Comme ça va permettre qu'il n'y ait pas que des devs qui soient capables de mettre à jour. SEO, ça c'est la rédaction du prompt. Oui, tout à fait, Philippe. C'est la rédaction du prompt qui a donné ça. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. C'est la Ouais, rédaction du prompt avant c'est qui ça. donne ça. D'accord, ok. C'est la rédaction du Ouais, prompt, voilà. Et comme d'accord, je disais, en politique, on est un peu obligé de tricher. d'accord. Voilà, sécurité, mise en place de mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs. Alors, il m'a pas parlé d'RGPD. Bon,
C'est un peu dommage. Maintenance, plan de maintenance régulier. Bon, ça, pour l'instant, ça nous intéresse pas. Alors là, est-ce qu'il correspond à mes attentes? Donc, j'aimerais que tu ajoutes de l'information sur la RGPD. Oui, on s'est bien compris, Lilia. Donc, j'aimerais que tu ajoutes de l'information sur la RGPD. Euh, il, il est important également de cibler les habitants et habitantes, oui, alors, de la Charente-Maritime. Alors, pour ceux qui sont des grands fans de l'écriture dite inclusive, point .e, point .s, point etc., avec les IA, vous oubliez tout de suite parce que elles vont absolument rien comprendre. En fait, le point .es, ils croient que c'est en Espagne, hein. Voilà, donc vous oubliez tout de suite. Alors là, vous voyez, elle a fait un petit searching. Quand vous regarderez la vidéo de ce que j'ai fait, si vous ferez un petit arrêt sur image, elle a fait un petit searching, c'est-à-dire que en fait, l'IA en elle-même, elle savait pas ce que c'était exactement que la RGPD, donc elle est allée chercher l'information sur Internet. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle en parle. RGPD, conformité, règlement généralisé. Bon, voilà, elle me l'a mis. Là, vous voyez, elle m'a même mis les petits liens pour me dire, pour me montrer, j'ai été chercher l'information à cet endroit-là. Ça veut dire que je l'avais pas dans ma base de données. Alors, si elle l'a pas dans sa base de données, ça veut pas dire qu'au départ, c'est pas prévu pour. Ça veut dire que, bah, en fait, il y a personne qui demande à Copilot d'utiliser de la RGPD. Voilà, en gros, hein. C'est ça. Voilà. Bon, là, je veux dire, ok, ça correspond à mes attentes. Bon. Alors, en vrai, il faudrait bien sûr affiner. Vous voyez d'ailleurs que en bas, elle a des propositions d'affinage. C'est-à-dire que là, quel type de données sont collectées, ajoute les détails sur les RGPD, etc. En fait, en gros, l'IA va pas au bout de son raisonnement pour deux raisons. La première, c'est pour des raisons pour éviter de partir trop loin et que vous reveniez en arrière. Elle préfère y aller étape par étape. Puis la deuxième, c'est tout simplement pour éviter la consommation de ressources. Si elle commence à vous fabriquer un cahier des charges de 50 pages toute seule, ben évidemment, ça va faire de la consommation de ressources alors que peut-être vous n'en avez pas besoin. En fait, en réalité, à partir du moment où tant que vous avez des petites questions en bas, ben en fait, vous répondez juste aux questions et vous allez voir que par, par échange, vous allez obtenir quasiment ce que vous voulez. Mais bien entendu, c'est vous qui allez l'orienter. C'est toujours vous le maître, hein. Ne rêvez pas que vous allez lui dire fais ça et qu'elle va le faire toute seule. Hein, c'est pas possible. Voilà. Bon, là, je vais m'arrêter là pour ça, tout simplement parce que j'ai pas envie d'y passer une heure. Mais en réalité, si je voulais faire un beau travail, il faudrait y passer petite demi-heure là-dessus pour lui demander, pour bien relire, auditer, vraiment, auditer et faire ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un copier-coller de ça, sans écrire cahier des charges. CTRL-C. Je vais faire un coller ici. Alors là, ici, hop, je vais le mettre là. Voilà. Là, j'ai mon nouveau chat. Donc, je vais faire ça. Demander n'importe quoi à l'IA. CTRL-V. Là, je vais lui dire, je souhaite. Alors. Ah oui, alors elle est pas. C'est un peu. Voilà. Alors. Là, c'est un peu plein. Voilà, tac. Bon, hop, voilà. Je souhaite que tu réalises. Ah, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Touristes et visiteurs, je vais les enlever. Hop. Copilot de Microsoft, c'est quasiment la même chose, hein, Jocelyne. Le Copilot de Microsoft et ChatGPT, ça reprend les mêmes outils. Suite que tu réalises le site suivant ce cahier. Alors, décharge. Il faut que je l'enlève. Touc, 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 touc. Faut que j'enlève quelque chose. Bon. Voilà. Allez, hop. Voilà. Décharge. Voilà. Et on envoie. Tac. Je lui envoie. Alors, je me connecte.
Voilà, bon là, hop, faut se connecter. Oui, il est content. Voilà. Et là, on va le laisser pédaler. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Non, DeepSeek, c'est absolument pas compliqué à paramétrer. Voilà, c'est vraiment, tu te connectes sur DeepSeek.ai et alors, tu attends qu'elle veuille bien. Voilà, donc là, elle est en train de calculer tout. Vous voyez à droite. Oui, alors je suis dans le code, mais là, je touche plus rien, hein. Donc là, vous voyez, vous laissez faire. Je vais vous le mettre en grand. Je vais vous le mettre je vais vous le mettre en grand. Voilà. Donc là, elle calcule. Et au fur et à mesure, vous allez voir à gauche le code qui est en train de se faire. Et à droite, vous allez voir au fur et à mesure, elle va créer la première page, hein. Il faudrait que je fasse ça une fois par page. Bon, je vais pas le faire plein de fois. Donc là, pour ceux qui regardent un petit peu le code HTML, vous allez voir que en fait, donc là, elle est en train directement de mettre du style. Hein, vous voyez, elle ramène des fontes, donc des typographies depuis Google. Voilà, là, elle fait une animation par cards. Donc là, elle est en train de créer l'animation. Bon, alors ce qui est assez étrange, c'est que là, elle n'a pas encore mis de contenu. Bon, donc on va lui laisser encore un petit peu de temps. Ah, body, ça y est, body. Donc là, ça veut dire qu'elle va commencer à faire le contenu. Et alors, si tout se passe bien, parce que de temps en temps, ça se passe pas bien, hein. Voilà, ça peut pas marcher à chaque fois. Et si tout se passe bien, quand elle va commencer à créer du contenu, eh bien, on va voir le contenu se créer en temps réel sur la page. Voilà. Alors pour l'instant, elle met les boutons, mais j'ai l'impression qu'elle ne les a pas encore. Ah si, voilà. Vous voyez, la barre est en train de se créer. Alors c'est pas très rapide. C'est moins rapide que Copilot, je suis d'accord. Par contre, ça va. Vous allez voir à quel point. Alors, ça peut ne pas être parfait, hein, bien sûr, hein. Voilà. Alors, pendant que c'est en train de travailler, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'elle fait. Donc, en fait, là, DeepSeek.ai, en fait, c'est un service qui utilise l'IA qui s'appelle DeepSeek, donc qui est en fait le concurrent de ChatGPT, qui est fait donc par les Chinois. Alors, pourquoi ils utilisent ça? Tout simplement parce que DeepSeek est le système qui est le plus déverrouillé qui existe, c'est-à-dire que DeepSeek fait un peu tout, hein, voilà. Alors, DeepSeek n'est pas très connaisseur de. Alors là, vous voyez qu'il n'a pas forcément bien réussi. Là, il va falloir l'aider un petit peu parce que là, visiblement, ah, tu n'as réalisé que le menu. Il faut réaliser la page de présentation entière. Alors, là, elle sature un peu, j'ai l'impression. Bref. Donc c'est plus libre. Donc vu que c'est plus libre, bon, c'est plus elle rame vraiment. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser donc comme IA? Alors pour tout ce qui est recherche, pour tout ce qui est création de cahier des charges, bon ça y est, elle va s'en occuper. Pour tout ce qui est création de cahier des charges, pour tout ce qui est recherche, etc. Il y a deux IA qui sont très bien, ChatGPT ou Copilot, qui fonctionnent extrêmement bien. Pour tous les éléments où vous avez du développement de code, alors je parle pas d'HTML, mais du développement de code un peu plus lourd, Python, PHP, C++, C Sharp, etc. On va dans ces cas-là utiliser une autre IA qui s'appelle Claude, donc Claude.ai, qui elle va être beaucoup plus orientée là-dessus.
Claude est aussi très doué pour tout ce qui va concerner le fait de créer de la publication. Par exemple, donc créer un communiqué de presse, créer du contenu, re-rédiger votre contenu, etc. Ça, c'est plutôt Claude.ai, donc qui existe en version gratuite et payante. Voilà. Alors, je vais falloir que je lui refasse ça parce que alors qui existe en version. Je vais la refaire à côté pendant que je vous présente les IA parce que là, voilà, parce que là, elle s'en sort pas. Alors, oui, je veux quitter. Voilà. Donc là, Claude.i, voilà, Claude.i, qui d'ailleurs est sorti sur une nouvelle version. Alors, à savoir que même la version gratuite, un free, elle est bien insuffisante pour les usages. Euh... Pour Tal de Charente. Je suis en train d'écrire en même temps de l'autre côté. Voilà. Départemental, je sais plus écrire. Voilà, départemental de Charente-Maritime. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc, pardon. Voilà. On va la laisser pédaler. Donc là, voilà, Claude. Alors, Claude, par exemple, on va lui demander, tu es le chargé de communication du parti. Alors, ouais, d'un groupe de personnes impliquées dans le monde associatif et politique à La Rochelle. Tu, euh, tu dois créer un communiqué de presse pour annoncer la venue d'une ministre à La Rochelle. Vous voyez, là, c'est vraiment fait un prompt très très simple. Voilà, toujours en respectant la même élément. Et là, voilà, là, il me dit que, bah, en fait, il lui manque de l'information. Donc, puisque je manque d'informations, là, je vais dire par exemple, il s'agit, je vais mettre n'importe quoi, hein, du Premier ministre, voilà, qui vient le 20 avril pour inaugurer, et je sais plus écrire, inaugurer la tour Saint-Nicolas. Voilà. Euh, l'association Renaissance. Alors c'est pour ça que je l'appelle Hmm. association, hein, pour éviter la partie politique. Voilà. L'association Renaissance sera présente avec sa présidente. Oh la vache. Catherine. Voilà. Tac. Voilà. Une réunion publique est prévue à 18 heures. Voilà. Alors, vous remarquez que, puisqu'on a parlé d'éléments architecturaux, donc Claude est allé s'inspirer de ce qui se passe, et donc il est allé chercher que la tour Saint-Nicolas, c'était patrimoine architectural et historique Rochelais. Voilà, donc elle est allée chercher quand même de l'information. Elle a créé donc, à propos de l'association Renaissance, qui est complètement faux, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris ce que c'était. Je peux donner les instructions oralement. Alors à partir de Alexa, on peut donner de l'instruction oralement. Il y a un plugin qui permet de connecter Alexa à, à, à Copilot, si tu le souhaites. Voilà. Donc là, vous voyez, cérémonie officielle, etc. Alors elle invente des choses, hein, parce que elle se réfère à des choses qui ont existé. Voilà. Donc elle invente des choses. Mais voilà quoi.
pour voilà. Là, c'est tac. Voilà. Donc, elle invente des trucs. Alors, évidemment, on peut lui demander, bien entendu, de modifier. Euh, ajoute une balade dans le marais de Tadon et adapte le contenu pour la presse écrite locale. Voilà. Donc là, il va réécrire. Alors, vous remarquez que quand il réécrit, vous voyez, il va réécrire tout. C'est-à-dire qu'en fait, il repart pas forcément. Ça, c'est un des dommages de Claude. C'est-à-dire qu'il va pas forcément reprendre ce qu'il avait fait avant. Il va il va certes garder, mais vous voyez qu'il a adapté le communiqué, donc il a carrément changé tout le style. Donc là, le Premier ministre se rendra à La Rochelle le samedi 20 avril pour une journée placée sous signe du patrimoine et de l'environnement. Voilà. Alors vous voyez, on retrouve vraiment des grands classiques. Alors vraisemblablement, là-dedans, vous voyez par exemple le marais de marais de Tadon, sur plus de 120 hectares, constitue un exemple remarquable de réhabilitation écologique en milieu urbain. Ça, on peut imaginer que le exemple remarquable de réhabilitation, ça sent le Jean-François Fontaine, par exemple. Vous voyez, ça a repris quelque chose qui a été fait sans doute par quelqu'un d'autre. Mais c'est noyé dans le reste. Alors si nous, on le reconnaît, potentiellement, quelqu'un qui ne connaît pas va pas reconnaître ça. Et puis de toute façon, on peut pas considérer que c'est du plagiat parce que c'est juste une tournure de phrase qui ressemble à quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, il nous a créé un style purement journalistique. Bon, vous voyez, là, il a vraiment fait quelque chose qui est vraiment très proche, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on peut considérer que c'est réussi. Alors, toujours pareil, hein, plus votre prompt sera précis, plus vous allez y arriver, hein. Voilà. Alors. Voilà. Alors le DeepSeek, il a complètement planté, donc comme ça au moins c'est simple. Alors peut-on lui inclure une image, par exemple la photo des tours? Alors sur Claude, Claude ne gère pas l'image en sortie, il ne génère pas d'image. Voilà. D'accord. On peut lui inclure des éléments en entrée, voyez, hein, vous pouvez écrire, rajouter un style. Par contre, vous ne pouvez pas donner des choses à Claude. ChatGPT, par contre, vous pouvez lui en donner. Dernière chose justement que je voulais présenter sur Claude, c'est que Claude ici, je peux choisir un style. Alors là, je l'ai mis en style normal. Je peux lui demander aussi un style concis, un style plutôt formel ou un style plutôt littéraire. Alors je vais vous montrer un autre truc qui va être rigolo. La nouvelle conversation. Donc là, en fait, je vais demander tout simplement, tu es le développeur d'une application à succès qui met en relation les Rochelais avec des personnes qui peuvent leur rendre des services du quotidien, comme par exemple, alors on va en parler de Mistral justement après, du quotidien, bon, voilà, quotidien, comme par exemple qui peuvent rendre des services du quotidien, comme par exemple tondre la pelouse, voilà, pelouse. Tu dois créer une nouvelle version compatible avec les navigateurs actuels et avec les web apps. Voilà. Cette version doit être accessible, rapide à utiliser et nécessiter une connexion
Donc, un traitement sécurisé de la donnée. Tu utiliseras le langage Python. Alors pourquoi je lui ai dit d'utiliser le langage Python? Tout simplement parce que c'est un langage qui est relativement facile à auditer et surtout quand ça marche pas, ça marche pas. Donc là, il va me faire une proposition d'architecture. Il va commencer, voilà, par me faire une proposition d'architecture globale. Donc là, vous voyez que il va commencer par utiliser un framework. Donc le framework, là, ça va être Django ou Flask, un front-end en HTML5, CSS3, JavaScript, une base de données en PostgreSQL. Bon, vous voyez, l'authentification par JSON Web Tokens, c'est vraiment les dernières technologies, etc. Et il va déployer par Docker, donc ça, on pourra éventuellement changer. Bon là, voilà, ok, d'accord. Souhaitez que je vous sur le choice? Oui, je souhaite que tu débutes le développement. Voilà. Donc là, il va commencer. Vous voyez, bon, alors là, je vais pas le laisser faire jusqu'au bout, mais vous voyez ensuite, là, il va commencer à créer des choses. Donc là, il crée des fichiers. Voilà. Ici, là, vous voyez la structure de votre projet Django. Ici, vous voyez la configuration des paramètres. Et là, en fait, il est en train de développer tout seul l'application. Alors, on va pas la mettre en œuvre, hein, parce que ça prendrait vraiment longtemps. Il faudrait, en gros, se prendre une après-midi entière. Si à l'occasion il y en a qui sont intéressés par ça, ça me dérange pas. On fera une après-midi où on pourra faire du développement par IA. Alors, bien évidemment, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui va auditer le code pour pouvoir éviter les écueils et éviter les bêtises. Alors là, vous voyez, elle est vraiment en train de faire le modèle de données. Hein. Tout à l'heure, elle faisait la configuration de paramètres. Là, elle crée le modèle de données, donc l'utilisateur, le super user. Elle est en train de créer tout ce qu'elle a besoin et en fait, elle va nous générer tout. Voilà. Donc là, elle crée les modèles de service, elle va créer tout, elle va créer les pages, etc. La seule chose qu'elle ne créera pas, c'est les images, et ça, il faudra aller chercher. Alors, mais elle est capable d'aller chercher de l'image dans des données, des banques de données, d'images libres de droit, etc. Enfin, voilà. Elle est capable de faire tout. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, je vous mettrai dans le résumé de cette formation, je vous mettrai les fichiers qui vont être générés par la machine. Pour ceux, je pense à certains d'entre vous qui pourraient être tentés d'essayer de les utiliser. Alors, vraisemblablement, ce qu'elle va faire fonctionne, hein. Ça va pas être propre, ça va pas être exactement ce qu'on veut, mais il faut se dire que de toute façon, on n'est pas capable avec une IA de faire en une fois. Il faut reprendre, il faut discuter avec l'IA, hein, et vous pouvez en quelques heures créer une petite application rapide, mais il faut vraiment prendre le temps de discuter avec l'IA pour qu'elle fasse des choses. Et surtout, il faut bien l'orienter. C'est ça qui est très important. C'est de lui dire exactement, le plus précisément possible, ce que vous voulez, où vous voulez, etc. Parce que sinon, c'est elle qui va décider où elle met les choses et la façon dont elle a de réfléchir n'est pas forcément la vôtre. Elle va réfléchir comme la majorité des services ou des sites ou des applications mobiles. Elle va réfléchir comme ça. Bon, voilà, alors là, vous voyez, elle pense à beaucoup de choses. Donc, en fait, plus on la laisse penser toute seule, plus on a un risque que ça ressemble pas à ce qu'on veut, hein. Bon, là, je crois qu'elle a fini. Non. Alors là, en fait, elle a mis sa réponse en pause, voilà, parce que, en fait, pour éviter de consommer trop de ressources, eh ben, en fait, elle s'arrête au bout d'un certain temps, voilà, parce que elle a atteint sa limite. Voilà. Bon, là, je vais la laisser continuer hors caméra, entre guillemets. Alors, je voulais juste faire un petit point sur justement Mistral. Donc, Mistral, qui est le chat français. Alors, pourquoi je vous ai pas présenté Mistral?
C'est très simple. C'est parce que, alors Mistral est un projet qui est intéressant, qui a été mis en place, alors qui est un dérivé hein, de toutes les autres IA, puisque il faut savoir que par exemple ChatGPT, vous pouvez prendre le truc. Euh, Mistral a des qualités, Mistral a des défauts. Le principal défaut de Mistral, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que Mistral, il y a peu de gens qui s'en servent. Donc, puisqu'il y a peu de gens qui s'en servent, elle est pas très efficace sur un certain nombre de sujets. Et puisqu'elle n'est pas très efficace, les gens s'en servent pas beaucoup et donc lui donnent pas beaucoup à manger. Pour avoir vu la boîte noire, c'est-à-dire le cœur du fonctionnement de Mistral, Mistral, globalement, est basé sur un petit peu toutes ces autres IA. Les devs de Mistral ont très clairement pompé du ChatGPT, ont pompé du Claude, ont pompé du tout ça, mais c'est légal, hein, bien sûr, puisque c'est tout ça, c'est open source. Donc, ils ont fait un mix qui est vraiment intéressant, qui est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment bien. Le seul défaut, c'est que bah, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui s'en servent. Donc, elle n'est pas assez alimentée. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour alimenter quand vous discutez avec votre IA, là par exemple le site que j'ai fait, je lui ai pas donné beaucoup d'infos, mais quand je vais lui dire il y a quelque chose qui me plaise pas, ça c'est pas bien fait, ça c'est pas au bon endroit, rajoute ça, rajoute cette fonction, ben la prochaine personne qui lui demandera le même service, elle y pensera parce que moi je l'ai demandé. Et donc malheureusement Mistral c'est ça. Alors pour répondre à Jocelyne. Mistral est soumis au RGPD, oui, puisque c'est français, c'est européen, donc c'est obligé d'être soumis. Alors attention, c'est soumis au RGPD, ça ne veut pas dire que Mistral fait pas des bêtises, et ça ne veut pas dire que Mistral ne va pas chercher de l'information diluée. Claude est soumis également lorsqu'il est en Europe à la RGPD. C'est pour ça que d'ailleurs Claude en Europe est moins efficace que Claude aux États-Unis et beaucoup de devs utilisent Claude ou ChatGPT en utilisant un VPN pour sortir de l'Europe pour avoir une version plus efficace. Voilà. Alors moi personnellement je le fais pas, j'utilise des VPN pour autre chose, mais ça pour ça je le fais pas parce que justement je veux rester dans quelque chose, je veux pas risquer quand je fais quelque chose du dev. Moi je fais surtout de la création d'applicatifs. Vous savez ce qu'on appelle des projets de week-end. Voilà. Ce qu'on appelle des projets de week-end, hein, c'est-à-dire en gros vous développez voilà j'ai pas envie de me retrouver avec des choses qui ont été récupérées de façon pas très conforme. Parce que n'oubliez pas que tout ce que vous donnez à manger à l'IA, elle va s'en servir. Donc si vous lui donnez à manger de l'information qui n'est pas correcte, elle va, voilà. Concernant DeepSeek, là c'est, vous voyez le Western Spaghetti, hein, où il n'y avait pas de règles hormis le siku, ben c'est ça. DeepSeek, c'est ça. Hein. DeepSeek, il a le droit à tout, il fait tout. Il y a, il respecte absolument rien, très clairement. Vous chercherez sur YouTube, vous avez des tas de vidéos de YouTubeurs qui se sont amusés avec DeepSeek. DeepSeek, on peut lui faire tout dire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens l'aiment. Hein. On peut lui faire tout dire, on peut lui faire faire n'importe quoi, et clairement, vous pouvez lui sortir, lui faire faire du trip néo-nazi. Hein. Ça, rien ne l'arrête. Hein. Donc faut vraiment. Je suis d'accord avec je sais pas qui c'est qui a écrit là. Moi, une IA chinoise, je m'en méfie. Alors moi, je m'en méfie pas C'est parce moi. que c'est. D'accord. Je m'en méfie pas parce que c'est chinois, parce que j'ai rien contre la Chine, mais il faut s'en méfier Son parce qu'elle a, régime. elle a vraiment zéro limite, quoi. Vraiment zéro, zéro limite. Donc, faut s'en méfier. Moi, personnellement, je lui donnerai pas de l'information personnelle. Là, je m'en suis servi, vous voyez, sur des choses qui sont totalement virtuelles pour faire un bout de site pour une pseudo-élection départementale qui n'existe pas. Donc, c'est pas grave. Après, je lui donnerai pas mes infos personnelles non plus. Voilà. Donc, bon, là, je pense qu'il a fini. Il en est où, là? Voilà, bon, il a mis à fin. Voilà, alors là, je peux encore faire continuer. On peut continuer toute la nuit, hein, clairement. Le temps qu'il fasse, voir le message, bon, essayez de raccourcir, ok.
Voilà, bon, je vais laisser finir. Voilà, faudrait télécharger tout ce qu'elle a fait déjà. Alors, je peux vous conseiller, à titre personnel, je vais vous conseiller, si vous voulez faire du dev, je vous conseille un truc qui s'appelle Windsurf, qui permet de mélanger toutes ces IA ensemble, dont Mistral, et d'en faire une bouillie, et qui va vous donner le meilleur de tous pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui Et traînent? windsurf, tu dis. Windsurf. Windsurf, oui, alors je vais vous donner sur, voilà. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner, je pourrais vous donner des exemples des exemples de prompts qui vont pouvoir vous aider. Voilà, Windsurf IDE, donc c'est un logiciel en fait qui est là très clairement. Il a été conçu pour faire ce qu'on appelle les projets de week-end, c'est-à-dire le projet que personne fait jamais parce que c'est pas rentable, parce que ça prend trop de temps, parce que c'est du tout petit projet, parce que etc. Et là en fait, en gros, c'est comme si vous étiez l'architecte de votre application et que sur la droite, vous avez votre petit stagiaire qui code à votre place. Voilà. C'est génial à utiliser. Moi, je m'en sers énormément. Je fais ça devant la télé. Paf. Faut être bien concentré quand vous faites votre prompt initial et quand vous me faites des modifs, etc. Mais en gros, moi qui déteste faire les interfaces, qui aime bien coder uniquement dans le dur, ben, ça, c'est génial parce que tout ce que j'aime pas faire, l'interface, le truc, le responsive, moi, j'aime pas faire ça. Lui, il va le faire à ma place. C'est cool. Je suis vraiment l'architecte. C'est vraiment intéressant. Par contre, bien sûr, si vous vous amusez à ça alors que vous n'êtes pas du tout dev, bah, clairement, à un moment, vous allez saturer, quoi. Parce que il va vous, voilà, vous allez passer tellement de temps à lui faire tout reprendre, tout modifier à chaque fois que vous avez un truc qui marche pas, que vous allez y perdre votre latin. Voilà. Donc comme je vous disais, voilà, je vais vous donner si vous le souhaitez, je vais vous donner avec des liens de vidéos qui vont vous Mhm. permettre de comprendre comment faire un bon prompt, voilà, adapté, etc. Voilà. Tu Bah les envoies où écoutez, ces liens là de comment faire un bon je, prompt? je vais le mettre, en fait, vous aurez le résultat de ce qu'on a fait aujourd'hui Ouais, sur un lien privé YouTube. Voilà. Et comme ça, vous pourrez, et les liens vont être directement en description. Comme ça, d'accord, vous pourrez ok. vous en servir comme vous voulez. Eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui ont encore quelque chose derrière. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt.